Salam alaikum, monsieur Al-Alaoui. Donc, je fais partie du corps enseignant qui va vous dispenser le module physiologie animale. Alors, pour l'année universitaire 2020-2021. Alors, ce module, comme vous pouvez le voir sur cette distribution comportant que 4 chapitres. Premier se rapportant au milieu intérieur et l'homéostasie. Deuxième, sang et immunité. Troisième, endocrinologie générale. Quatrième, physiologie des éléments excitables et communication intracellulaire. Donc, de mon côté, je vais donc vous dispenser ces deux premières parties, milieu intérieur, homéostasie et le sang immunité, qui comporte donc une partie de cours, TP, et vous aurez bien sûr des séances de TD là-dessus. Alors, concernant cette partie du cours, je vais vous parler donc de la composition et la distribution des différents liquides de l'organisme. Et parmi ces liquides, il y a le milieu intérieur, qui a été décrit la première fois par un scientifique français appelé Claude Bernard. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pour la première fois formulé le concept de l'homéostasie, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur. Dans son ouvrage intitulé Médecine expérimentale, il propose que la fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante. Quand on dit fixité, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur. Autrement dit, ce milieu permet à l'organisme de ne pas être influencé par les modifications des conditions extérieures. Donc le corps vivant, bien qu'il ait besoin de l'environnement, est quand même relativement indépendant de celui-ci. De même que les tissus sont protégés, vous pouvez le voir, sont protégés de l'extérieur ou des influences externes directes par un environnement intérieur véritable qui est constitué par le liquide circulant dans le corps. Alors vous pouvez le voir à l'intérieur de la cellule, l'intérieur de l'organisme, il est séparé ou protégé de l'environnement par de liquide ou du milieu intérieur. Bien sûr, il y a donc des échanges qui se font dans les deux sens entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme. Et c'est donc la stabilité de l'environnement intérieur qui est la condition de vie libre et indépendante. La stabilité de ce milieu appelé milieu intérieur. Alors, la notion donc de compartiment liquidien ou liquide corporel, que signifie donc cette appellation compartiment? Alors, vous savez très bien que nos liquides corporels sont des solutions aqueuses contenant de l'eau et des soluteurs qui soient dissous, soit en suspension. Alors, ces solutions sont présentes dans des compartiments avec des dimensions variables qui échangent les uns avec les autres à travers des membranes plasmiques. Alors, les liquides corporels sont donc répartis entre deux compartiments. Un compartiment dit intracellulaire et un compartiment dit extracellulaire qui correspond donc au milieu intérieur. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, vous avez donc des cellules de l'organisme qui baignent dans du liquide qu'on appelle le liquide interstitiel, qui fait partie donc du milieu intérieur, mais avec ce liquide, il y a donc du liquide plasmatique qui se trouve dans les vaisseaux, et ce liquide interstitiel, une fois canalisé, c'est-à-dire entouré par les qui se trouve dans les canaux lymphatiques, prend l'appellation, ce qu'on appelle la lymphe. Donc le milieu intérieur est composé de plasma, de liquide interstitiel qui baigne les cellules, qui est en contact direct avec les cellules, et séparé du milieu intracellulaire par la membrane cellulaire, et puis la lymphe qui correspond donc au liquide interstitiel qui est enveloppé ou qui se trouve dans les canaux lymphatiques. On peut donc définir le milieu intérieur par l'ensemble des liquides de l'organisme qui se trouvent à l'extérieur des cellules, appelé aussi milieu extracellulaire, et dans lequel baignent nos cellules. Il est séparé donc du milieu extérieur par les tissus cutanés qui nous protègent. Le milieu intérieur regroupe donc les différents liquides extracellulaire de l'organisme, à savoir le plasma, le liquide interstitiel et la lymphe. Donc nous avons vu que la lymphe est formée à partir du sang. Donc c'est du liquide interstitiel canalisé, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'intérieur des canaux des vaisseaux lymphatiques. Et la survie et le fonctionnement dans les cellules sont reliés à la stabilité de cet environnement intérieur dont les conditions physico-chimiques sont maintenues grâce au fonctionnement principalement des reins, mais aussi du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire. Alors c'est au niveau du compartiment extracellulaire que se déroulent donc les échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Parce que il y a un contact direct entre les cellules et les liquides interstitiels qui est une composante du milieu intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, donc les échanges entre l'environnement et les compartiments intracellulaires fait via les compartiments extracellulaires qui est le milieu intérieur. Alors ces échanges qui peuvent se faire dans les deux sens, d'entrée et de sortie, de nutriments, des déchets, du CO2 et d'oxygène. Alors chez les métazoaires,
La plupart des cellules sont trop profondes pour échanger directement avec l'environnement. Et les échanges se font donc grâce à un liquide interstitiel, le liquide interstitiel du milieu intérieur. Alors ce milieu intérieur présente des fonctions très importantes. Le milieu intérieur extracellulaire est donc l'intermédiaire obligatoire pour tous les échanges entre les cellules de l'organisme et avec le milieu extérieur. Il est donc parcouru en permanence par un flux de substances très diverses, gaz respiratoire, métabolites aliments des cellules, déchets du métabolisme. Donc tout passe par le milieu intérieur. Les déchets, les échanges respiratoires, les aliments, les déchets et ainsi de suite. Alors il permet aussi le transfert d'informations entre les différents organes sous la forme de messages chimiques tels que les hormones qui participent à l'intégration harmonieuse de différentes fonctions. Il peut être le véhicule des éléments du système immunitaire de défense contre les agressions. Savoir si à travers les lymphes qui sont transportés donc les globules blancs. Les fonctions sont donc multiples, mais il doit aussi présenter une composition sinon constante, du moins maintenue dans des limites compatibles avec le bon fonctionnement des cellules. Donc la stabilité ou la constance du milieu intérieur est très importante pour une vie normale, dans la mesure où il y a un courant continu d'entrée et de sortie de nutriments, d'aliments, de nutriments et de déchets. Alors ce milieu intérieur, donc, il est subdivisé, comme on a vu, en 3 parties, mais on doit retenir au moins 2. Le liquide interstitiel, donc c'est le liquide qui est directement au contact des cellules. Dès qu'il rentre dans un vaisseau lymphatique, il donne naissance à ce qu'on appelle la lymphe. Donc c'est le liquide interstitiel canalisé. Et le plasma, c'est la partie liquide du sang que trouvons dans les vaisseaux sanguins. Une partie de liquide interstitiel peut être appelée liquide transcellulaire et qui se forme à partir du plasma par passage à travers un épithélium. Comme exemple de liquide transcellulaire, le liquide céphalorachidien. Alors cet ensemble de liquides avec le liquide intracellulaire constitue donc les liquides corporels. Il y a en fait très peu d'eau libre dans l'espace interstitiel de la cellule. Dans cet espace, le liquide associé à du tissu conjonctif et à des filaments de protéoglycanes, ce qui forme donc une sorte de gel qui l'empêche de se déplacer sous l'effet de la gravité. Donc le liquide interstitiel, il est, si vous voulez, comme on peut le comparer à de l'eau dans une éponge, à une éponge plutôt. Donc l'éponge, quand il est trempé d'eau, il retient de l'eau. Donc le liquide interstitiel, il retient de l'eau. Il est retenu grâce à des filaments de protéoglycanes et donne une sorte de gel. Et c'est ça qui l'empêche donc de se déplacer sous l'effet de la gravité. Alors vous avez donc un autre schéma qui montre les différents compartiments du milieu intérieur. Vous avez donc d'un côté le vaisseau sanguin avec du sang qui contient du plasma. Vous avez l'espace intercellulaire qui contient du liquide interstitiel. Vous avez l'espace intracellulaire qui contient du liquide intracellulaire. Et le milieu intérieur il est composé donc de plasma, de liquide interstitiel et de lymphe qui est donc le liquide interstitiel canalisé. Et des échanges se font bien sûr entre les différents compartiments dans différents sens. Et c'est en fonction de sens d'échange, on peut parler soit de réabsorption, alors qu'on peut la réabsorption, c'est le passage des liquides du milieu interstitiel vers le plasma, les vaisseaux, ce qu'on appelle donc réabsorption. Lorsque le liquide sort du plasma vers le liquide interstitiel, on parle de filtration, et la diffusion, donc c'est le passage des liquides, soit du liquide interstitiel à l'intérieur de la cellule ou inversement. Il faut noter que le sens de passage des liquides du milieu interstitiel vers la lymphe est appelé également filtration. Donc on peut parler de filtration lorsque les liquides sortent du plasma vers le liquide interstitiel ou lorsque les liquides du liquide interstitiel sont filtrés et repassent à l'intérieur de la lymphe. Et on va voir donc le rôle de la lymphe plus loin. Donc le milieu intérieur, autrement dit, le liquide extracellulaire est séparé du liquide intracellulaire par la membrane cellulaire. Et le milieu intérieur est composé de deux compartiments, le plasma et le liquide interstitiel, eux-mêmes séparés par la paroi des capillaires, soit par la paroi des capillaires lymphatiques ou vasculaires. On trouve le liquide interstitiel dans les endroits précis, notamment la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques, le liquide céphalorachidien dans le cerveau, le liquide synovial dans les articulations, l'humeur aqueuse et le corps vitré dans les yeux, l'onde de lymphe et la périlymphe dans les oreilles, les liquides pleurales au niveau pulmonaire, pécardique au niveau du cœur et péritonéal au niveau de la cavité péritoniale de l'estomac, et entre les membranes séreuses et le filtrat glomérulaire dans les reins. Donc tous ces liquides-là sont donc des liquides interstitiels. On va donc parler, avant de parler donc de l'examen
ou examiner les différents compartiments liquidiens de l'organisme. Je vais vous rappeler donc quelques notions concernant différentes mesures utilisées pour les concentrations de solutions, suivies de quelques notions de l'osmolarité des liquides corporels. Il existe diverses façons d'exprimer la concentration des substances chimiques dans les liquides de l'organisme. Donc dans les mesures aux liquides de l'organisme, donc ces solutions qui contiennent de l'eau et des solutés dissoutes. Donc ces solutions doivent être exprimées ou peuvent être exprimées de différentes façons, soit en pourcentage, soit en molarité, osmolarité ou en équivalent. Alors, en ce qui concerne l'expression en pourcentage, c'est donc la concentration peut être définie en quantité de masse ou de poids de solution en solution ou en pourcentage. Donc, une solution, par exemple, de 0,9% de NaCl, c'est l'équivalent de 0,9 g de NaCl dans 100 ml de solution. Alors, cette solution 0,9%, c'est une solution dite isotonique par rapport au globule rouge et par conséquent appelée une solution saline isotonique. Et ça, on va donc expliquer tout cela en TD. Les solutions peuvent être exprimées en molarité. Donc en général, les concentrations des solutés sont exprimées en molarité, c'est-à-dire en nombre de moles de soluté par litre de solvant. La concentration molaire tient compte donc du poids moléculaire du soluté dissous. La molarité d'une solution est la concentration d'une substance donnée exprimée en mol de molécules par litre. Donc la molarité, c'est le nombre de moles d'une solution par litre. On peut l'exprimer également en molarité. Alors c'est quoi la molarité? Quelle est la différence entre la molarité et la molarité? C'est la molarité, la différence entre la molarité, c'est que la molarité, elle est exprimée en kilogrammes, en nombre de moles par kilogramme de solvant. Alors la molarité est la concentration d'exprimer en moles par litre de solution. Une solution qui contient donc une mole par litre est une solution dite molaire. La molarité est la concentration exprimée en moles par kilogramme d'eau, comme je viens de vous dire. Une solution qui contient donc une mole par kilogramme d'eau est une solution molale. Donc les concentrations peuvent être exprimées, on peut le voir ici, concentration massique, c'est le nombre de grammes par litre, ou en concentration molaire, c'est le nombre de moles par litre. Donc une mole d'un élément ou d'un composé est une quantité de cette substance pesée en grammes égale à son poids atomique ou à son poids moléculaire. Donc une molécule de n'importe quelle substance contient toujours exactement le même nombre de particules de solide. C'est 6,02 10 à la puissance 23 et ça correspond donc au nombre d'Avogadro. Exemple, une mole de glucose, il pèse 180 grammes. Donc pour avoir une solution molaire de glucose, il faut donc que cette solution contient 100 grammes de glucose. Une mole d'eau pèse 18 grammes. Une mole de méthane, il pèse donc 16 grammes. Donc la quantité en poids d'un soluté à un autre par rapport elle est différente d'une molécule à une autre. L'expression en osmolarité. Alors dans les liquides biologiques, la concentration des solutés est exprimée en osmolarité. Il tient compte du nombre de particules dissoutes qu'on appelle osmoles. Alors les unités qui définissent la quantité totale de particules dans une solution sont appelées osmoles par litre ou milliosmoles par litre. Alors bien que toutes les particules dissoutes contribuent à l'activité osmotique d'un liquide, les électrolytes ont un pouvoir osmotique plus puissant que les non-électrolytes, car chaque molécule électrolytique se dissocie au moins en deux particules, bien en deux ions. Par exemple, une molécule de NaCl produit 2 fois plus de particules solubles osmotiquement actives qu'une molécule de glucose. Le NaCl, vous mettez dans l'eau, il va se dissocier en Na+, et Cl-. Donc c'est des particules osmotiquement actives. Quand on dit osmotiquement actives, c'est un pouvoir d'attirer l'eau vers elle. Le chlorure de calcium, par exemple, CaCl2, produit 3 fois plus d'osmol qu'une molécule de glucose. Il va donc se dissocier en Ca++ et Cl2Cl. Exemple de concentration osmolaire de quelques solutions. Donc une solution de 5 millimoles de NaCl présente une osmolarité de 10 milliosmoles. Pourquoi? Parce que le NaCl dans l'eau, il va se dissocier en Na+, et Cl-. Donc on doit multiplier par 2. Une solution de 5 millimoles de glucose présente une osmolarité de 5 millimoles. Le glucose ne se dissocie pas. Une solution de 5 millimoles de CaCl2 présente une osmolarité de 15. Parce qu'on doit multiplier 5 par 3. CaCl2 se dissocie en Ca++ et Cl2-. Donc 3 particules actives. Par conséquent, chaque molécule de chlorure de calcium a un effet osmotique 3 fois plus qu'une molécule de glucose. Alors dans notre organisme, les solutions sont très liées et sont exprimées en millimoles ou milli-équivalents ou en milliosmoles par litre. L'osmolarité est donc exprimée en milliosmoles. L'osmolarité est exprimée quant à elle en milliosmoles par kilogramme de solvant. Le principal, ou bien le solvant de notre organisme étant l'eau. Alors
qui présente une densité de 1. Dans ce cas, l'osmolarité est égale à l'osmolarité. Il est donc exprimé en milliosmoles par litre d'eau. On peut comparer l'osmolarité d'une solution par rapport à une autre. Ainsi, deux solutions sont dites iso-osmotiques quand ils contiennent des quantités identiques de soluté par volume. Ils sont dites hyperosmotiques lorsque la quantité est plus élevée de soluté. Ou une solution est donc dite hypoosmotique lorsqu'il contient une quantité plus basse en soluté. Donc iso-osmotique, deux solutions iso-osmotiques lorsqu'il contient les mêmes quantités de soluté. Une solution hyperosmotique par rapport à une autre lorsqu'il contient plus de soluté par rapport à celle-ci. On dit il est hypoosmotique, il contient moins de soluté par rapport à la deuxième solution. Alors lorsqu'on parle d'osmolarité, on parle d'osmose. L'osmose, donc c'est la diffusion de l'eau, le transport de l'eau, qui se fait en fonction d'un gradient osmotique. Et la tonicité, donc pour comparer ce que c'est l'osmose et la tonicité c'est le comportement qui est insinué lorsqu'il est mis dans une solution donnée. Donc c'est la tonicité décrit donc l'effet de l'osmolarité d'une solution sur le volume cellulaire. L'osmolarité est peut-être mesurable, c'est le nombre d'osmoles par litre de solution, et la tonicité va se définir par rapport à une cellule, et ne peut être mesurée. Alors lorsque vous mettez des globules rouges par exemple dans une solution et que celle-ci se remplissent d'eau, ils se gonflent jusqu'au point de s'éclater, on dit que les globules se trouvent dans une solution hypotonique. Lorsqu'ils ne changent pas de volume, on dit qu'ils se trouvent dans une solution isotonique aux globules rouges. Mais lorsque les globules, vous mettez dans une solution et les globules rouges perdent de l'eau et se rétrécissent, on dit qu'ils sont dans une solution hypertonique. Donc il va attirer l'eau vers elle. L'eau se déplace donc en réponse à l'osmolarité plutôt qu'à la molarité. Donc il se déplace en fonction du nombre de particules osmotiquement actives contenues dans cette solution. Durant l'osmose, l'eau se déplace d'une région où la solution est plus pauvre en particules, pression osmotique faible, puis une région plus riche en particules, pression osmotiquement élevée. Donc d'une solution moins concentrée vers une solution plus concentrée en solide. Un autre moyen d'expression de concentration de solution, c'est les milli-équivalents. Alors la concentration peut être donc exprimée en nombre total de cations et d'anions. Elle est alors dite exprimée en milli-équivalents par litre. Alors dans le cas de sodium par exemple, Na+, potassium, K+, du bicarbonate, HCO3-, qui ne contient qu'une seule charge positive ou négative, le nombre de milli-équivalents par litre est égal au nombre de moles par litre. Dans le cas d'ions tels que Ca++ ou HPO4-, comme vous pouvez le voir, le Ca+ donc porte deux charges positives, le HPO4 porte deux charges négatives. Donc chaque molécule contient donc deux charges positives ou négatives. Le nombre de milli-équivalents est le double. Donc une millimole de Ca++ par exemple, c'est l'équivalent de 2 milli-équivalents par litre. Alors vous avez donc sur ce tableau donc des valeurs de molarité, d'osmolarité de certaines molécules NaCl. Par exemple, poids moléculaire 23 grammes de Na+, et 35,5 grammes de Cl-, vous avez un poids moléculaire de 58,5 grammes. Une mole de NaCl pèse 58,5 grammes. Une solution donc molaire, c'est une solution qui contient 58,5 grammes par litre de NaCl. Alors cette solution, elle est deux fois osmolaire. Le fait que le NaCl se dissocie en Na plus Cl-, donc une mole de NaCl, c'est l'équivalent de 2 osmoles par litre. Une solution NaCl molaire, c'est l'équivalent de une concentration de 2 osmoles par litre. Une solution molaire de CaCl2, c'est l'équivalent d'une concentration de 3 osmoles par litre. Une solution molaire de glucose, c'est l'équivalent d'une concentration d'une osmole par litre. Une concentration molaire d'une protéine, c'est l'équivalent également d'une osmole par litre. Alors l'osmolarité, c'est le nombre d'osmoles bien sûr par kilogramme. Alors l'expression en milli-équivalent, une mole de NaCl est 2 fois égale 2 osmoles par litre est égale 2 équivalents par litre. Alors que une solution de CaCl2 contient 3 particules. Donc
l'osmolarité est multipliée par 3. Et si vous voulez l'exprimer en équivalent, c'est 4 fois dans la mesure où il y a donc 2 charges positives et 2 charges négatives. Donc 4 équivalents. Donc une molécule molaire de CaCl2, c'est l'équivalent de 3 osmoles par litre, c'est l'équivalent de 4 équivalents par litre. Par contre, le glucose non électrolyte, il ne porte pas de charge, donc une solution molaire de glucose est 0 équivalent par litre. C'est l'équivalent de solution de 0 équivalent par litre. Alors vous avez donc un tableau de mesure des concentrations des solutions. Si vous voulez donc préparer une solution de 9%, vous allez prendre 0,9 g de NaCl, vous allez dessus dans suffisamment d'eau jusqu'à on obtient une solution totale de 100 ml. Donc le résultat, vous allez avoir 0,9% de NaCl. C'est une solution qui est isotonique. Pour le NaCl, le poids moléculaire de NaCl est de 58,4. Si on prend 58,4 mg de NaCl, ajouter assez d'eau pour obtenir une solution totale d'un litre, le résultat c'est une solution d'1 millimole par litre de NaCl. Alors si vous prenez une solution 5 millimol de CaCl2, alors pour calculer donc le correspondant de cette solution en équivalent, alors pour les cations et les anions séparément, dans la solution il y a donc 3 millimol par litre de Ca de plus. Donc il y a 2 charges, on va multiplier par 2. Donc un ion par molécule multiplié par 2 charges. Et ça va donner donc 10 milli-équivalents pour une solution de millimol, de 5 millimol par litre. Alors dans cette solution CaCl2, il y a également 5 millimol de Cl2, de chlore. Et le chlore il porte une charge négative. Mais il y a 2 molécules de chlore. Donc on va multiplier par 2. Donc on va avoir 2 ions par molécule multipliés par une charge. Et vous allez avoir donc l'équivalent de 10 milli-équivalents par litre. Donc au total, on va avoir donc une solution de 5 millimol de CaCl2, c'est l'équivalent de 20 milli-équivalents par litre. Alors pour ce qui est de l'expression en osmole, si vous prenez une solution 5 millimol de CaCl2, il y a 3 particules par molécule. Donc, par conséquent, vous devez donc multiplier la concentration millimolaire par 3. Vous avez CaCl2, donc vous avez un cation Ca et 2 anions Cl2. Donc vous devez multiplier par 3 pour passer à la concentration osmotique. On ne tient pas compte du nombre de charges portées par les cations et les anions, mais par le nombre de cations et d'anions. Alors concernant la pression osmotique, chaque milliosmole peut donc donner une pression, l'équivalent d'une pression osmotique de 19,3 mm de mercure. Les protéines apportent environ 1,4 milliosmoles par litre au plasma sanguin. La pression osmotique due aux protéines plasmatiques devient donc 1,4 milliosmoles multiplié par 19,3, c'est l'équivalent de 27 mm de mercure. Donc la présence de protéines plasmatiques fournit donc ou sont responsables d'une pression osmotique de 27 mm de mercure. Alors maintenant, on va passer donc à la composition des liquides corporels. Et pour commencer, on va commencer par donc la composante la plus importante qui est donc l'eau. Alors comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, l'eau c'est le principal constituant des liquides corporels. Le liquide représente à peu près valeur qui peut aller donc de 45 à 75% du poids corporel. Il est parfois appelé solvant universaire car il peut dissoudre des substances très diverses. Alors vous avez dans ce schéma, on peut voir donc que la teneur en eau est variable en fonction de l'âge et de la masse corporelle. Pour une personne de 60 ans et d'un poids à peu près de 70 kg, celui-ci présente un pourcentage en eau de 60% par rapport à la masse corporelle. Alors cette teneur en eau varie d'un individu à l'autre en fonction de la masse et de l'âge, mais aussi en fonction du sexe. Vous avez une différence entre la teneur en eau chez l'homme par rapport à la femme. Donc il varie aussi en fonction du sexe et de la proportion de la masse graisseuse. Plus on a une masse graisseuse importante, moins on a d'eau. Alors cette quantité d'eau, elle est donc répartie dans différents compartiments de l'organisme. Alors l'eau corporelle, qui représente à peu près 42 litres, se répartit essentiellement de 2 compartiments. Compartiment extracellulaire, qui représente le 1 tiers, et le compartiment intracellulaire, qui représente les 2 tiers. Alors, le liquide qui se trouve dans le compartiment extracellulaire, ou le milieu intérieur, est lui-même réparti entre 2 compartiments. Compartiment interstitiel, qui représente le 1 quart, et le compartiment plasmatique, qui représente les 3 quarts. Autrement dit, si on voit l'ensemble du poids corporel, vous avez 40% c'est de la matière sèche et 60% c'est des liquides. Alors ces liquides, ils sont répartis entre 2 volumes. Un tiers qu'on retrouve dans
le liquide, le milieu extracellulaire, le milieu intérieur, et puis les 2 tiers, c'est du liquide intracellulaire. Et le liquide le milieu intérieur est également réparti en 2 compartiments, entre 2 compartiments, le compartiment plasmatique qui représente le 1/4 et le compartiment interstitiel qui représente les 3/4. Autrement dit, le plasma représente 5% du poids corporel et le liquide interstitiel 15% du poids corporel. Le liquide intracellulaire, 40% du poids corporel. Point de vue volume, sur un volume total de 42 litres, on retrouve 22 litres dans les espaces intracellulaires et 14 litres dans les espaces extracellulaires qui sont répartis entre le plasma, le 1/4 dans le plasma et le 1/4 donc des 14 litres et les 3/4 dans le liquide interstitiel. Alors maintenant, comment on peut donc mesurer le volume de ces différents compartiments liquidiens? Donc c'est une mesure qui se fait de manière indirecte par dilution d'une quantité connue d'un marqueur. On peut utiliser donc des marqueurs qui se distribuent uniformément et uniquement et entièrement dans le compartiment que l'on veut mesurer. Le volume de dilution du marqueur dans le compartiment que l'on veut mesurer est donc le volume du compartiment lui-même. Vous prenez un marqueur donné et que vous le injectez chez un organisme, donc il va se dissoudre, il va se distribuer dans un compartiment bien déterminé. Et le volume donc de ce compartiment est déterminé en fonction de la concentration de ce marqueur que vous avez utilisé. Le volume de compartiment est égal à la quantité du marqueur injecté divisé par la concentration du marqueur après un temps donné. Alors le marqueur idéal doit posséder plusieurs propriétés. Le marqueur qu'on doit utiliser doit être distribué de manière homogène dans le compartiment d'intérêt. Quand on dit compartiment, c'est-à-dire le compartiment dont on veut mesurer le volume. Il ne doit pas diffuser dans les autres compartiments, ne doit pas être motabilisé ou synthétisé, ne doit pas être toxique et pour lequel le dosage doit être se faire de manière rapide, facile et reproductible. Alors, 3 compartiments liquidiens peuvent être mesurés à l'aide de marqueurs isotopiques ou non isotopiques, radioactifs marqués avec la radioactivité ou non. Il s'agit de l'eau corporelle totale, de liquide extracellulaire et de liquide plasmatique. Donc, seuls peuvent être mesurés le volume total corporel ou le volume du compartiment extracellulaire ou le volume du compartiment intracellulaire. Le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel ne peuvent pas être mesurés, mais seront calculés par la suite, comme on va le voir sur le tableau suivant. Alors, les marqueurs de faible poids moléculaire qu'on utilise pouvant franchir la paroi cellulaire vont se distribuer dans tous les compartiments liquidiens. Comme exemple de marqueurs, l'éthanol et l'urée. Et donc vont permettre de mesurer le corporel total. Si vous utilisez un marqueur biologique de faible poids moléculaire, c'est-à-dire vous l'injectez, il va traverser toutes les membranes. Donc il va se diviser dans tous les liquides du corps. Donc il va nous permettre de mesurer le volume total corporel. Dans la mesure, il va se diviser dans tout l'organisme. Alors, des marqueurs pouvant franchir la paroi vasculaire, mais trop gros pour franchir la membrane cellulaire, comme le magnétol ou l'illuline. Ou des marqueurs isotopiques comme le sodium 24 ou le chlore 36. Peuvent donc servir à estimer le liquide extracellulaire. Donc ces marqueurs ne vont pas pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule, mais peuvent traverser les membranes des capillaires lymphatiques et capillaires vasculaires. Donc ils vont se retrouver dans l'espace extracellulaire. D'autres marqueurs de poids moléculaire élevé qui restent dans l'espace vasculaire et ne pénètrent pas dans les globules rouges comme le bleu Evans qui se fixe à l'albumine plasmatique ou encore l'albumine marquée à l'iode 121 ou l'iode 136. Ils vont servir donc à mesurer le volume plasmatique dans la mesure où ils vont rester dans les vaisseaux. Ils ne vont pas pouvoir sortir traverser la paroi des capillaires sanguins. Alors vous avez donc un résumé sur ce tableau des compartiments qu'on peut mesurer et puis les différents marqueurs isotopiques ou non isotopiques ou isotopiques qu'on peut utiliser. Alors pour mesurer l'eau corporelle totale, on peut utiliser l'éthanol ou l'urée ou l'eau tricier. Pour les liquides extracellulaires, on peut utiliser donc l'illuline mannitol ou le sodium 24 ou le chlore 36. Pour les liquides plasmatiques, on peut utiliser le bleu Evans. Donc c'est un marqueur qui ne peut pas traverser la paroi des capillaires. Ou l'albumine marquée à l'iode 125 ou l'iode 131. Alors pour les liquides intracellulaires, il peut être calculé à partir de liquide corporel total moins le liquide extracellulaire. Le liquide interstitiel peut être calculé en prenant la valeur du liquide extracellulaire moins le liquide plasmatique. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des volumes qu'on peut calculer et qu'on ne peut pas mesurer. Alors lorsqu'on connaît le volume plasmatique, il est donc possible aussi de calculer le volume sanguin total à partir de l'hématocrite, puisque ce dernier nous donne la proportion du sang occupé par les hématies. Alors le volume total
est calculé de la manière suivante. C'est le volume plasmatique divisé par 1 moins l'hématocrite. Alors l'hématocrite, c'est quoi? L'hématocrite, il nous donne donc la fraction du sang occupée par les globules rouges, qui est V2, par rapport au sang total, qui est V1, en pourcentage, qui est obtenu ou qui est déterminé après centrifugation du sang ajouté à un anticoagulant, ou pas. Donc prenez du sang, vous le centrifugez, vous avez déterminé la partie contenant les globules rouges, et la partie du surrageant qui correspond donc au plasma. Alors la valeur moyenne est comprise de l'hématocrite est comprise entre 35 et 45% chez l'homme. Le volume total sanguin peut être calculé si on connaît le volume plasmatique, on peut déterminer par la méthode indirecte des marqueurs et également par l'hématocrite. Donc par rapport au volume plasmatique, c'est divisé par 1 moins l'hématocrite va vous donner donc la valeur du volume sanguin total. Alors, cette eau, d'où provient cette eau qu'on trouve dans les compartiments liquidiens? Alors, cette eau provient principalement, ou bien les sources d'eau corporelle provient des liquides et des aliments ingérés. Une grande quantité provient des liquides qu'on boit, ou à partir des boissons, ou à partir des aliments. Et ceci représente à peu près 2,8 litres par jour. Une autre partie d'eau qu'on appelle l'eau métabolique. Elle est donc produite par l'organisme lui-même. Vous avez donc la réaction CO2 plus O2 et donc CO2 plus H2O plus ATP. C'est une production locale qui représente 3,5 litres. Au total, donc les entrées ou la quantité d'eau récupérée par jour, elle est de 2,5 litres. Alors c'est appelé eau perforée avec l'eau métabolique produite par les réactions de synthèse par déshydratation totalisent donc un gain de 2,5 litres par jour. Alors, comme il y a des entrées d'eau, il y a également des sorties. Donc, on a un gain, mais on en perd aussi dans la journée. Alors, les pertes se font sous forme insensible, par la peau et les poumons, sous forme de riz, sous forme de sel. Donc, dans une journée, il y a des apports de 2,2 litres, plus 0,3 qui sont produits, ça fait un total de 2,5 par jour. Et puis, il y a des sorties qui sont l'équivalent de 2,5 litres. Donc, on en perd autant qu'on en produise ou qu'on en prenne par l'alimentation, par les boissons. Alors, dans des circonstances normales, les entrées d'eau sont égales aux sorties, afin que l'organisme puisse donc maintenir un volume constant. Il faut que les sorties soient égales aux entrées. Alors, vous avez un récapitulatif de ce qu'on vient de voir concernant l'eau. Donc la teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs et des fonctions essentiellement de la corpulence et de l'âge. L'organisme humain peut se procurer de l'eau de deux manières différentes. Donc par voie métabolique, c'est l'équivalent de 2 ml par jour, donc c'est des réactions de synthèse, ou par voie alimentaire, qu'on appelle eau performée, et c'est l'équivalent de 2,300 ml par jour, 2,3 litres par jour, liquide et aliments ingérés. La perte quotidienne d'eau pour un homme en situation normale est de 2500 ml par jour, 500 ml par la peau, 200 ml par le tube digestif et 300 ml par la respiration, et 1500 par les reins, alors qu'ils n'en produisent que 200 ml par jour, par voie métabolique. Donc, comme les pertes doivent être égales aux apports, pour éviter la déshydratation, il est donc très important d'ingérer une grande quantité d'eau pour équilibrer ces pertes. Il faut ingérer au moins 2300 ml par jour. Alors, lorsque les pertes d'eau est supérieure aux entrées, il se produit la déshydratation qui peut être de trois types. Il y a la déshydratation globale, la perte en eau est proportionnelle à celle en sodium, le cas des diarrhées ou de vomissements prolongés. Donc pour remédier à cela, il faut prendre de l'eau avec des sels de sodium. Il y a la déshydratation extracellulaire, la perte en eau est supérieure à la perte en sodium plutôt est supérieure à celle en eau. C'est le cas des pertes d'origine rénale qui peuvent être induites par des diurétiques. Vous risquez d'être déshydraté parce qu'il y a une perte en sodium plus importante. Il y a également la déshydratation intracellulaire où la perte en eau est supérieure à celle en sodium. C'est le cas lors d'une brûlure ou d'un coup de chaleur. Vous perdez plus d'eau que les sels et donc vous allez vous concentrer votre liquide corporel. Et c'est le cas le plus grave, pourrait être donc irréversible s'il n'est pas donc pris à temps. Alors qui est-ce qui permet donc la régulation de ces entrées et des sorties d'eau? Donc il y a tout un système de régulation qu'on va donc régimer de la manière suivante. Alors, suite à une déshydratation, la soif va être le régulateur le plus puissant de la consommation des liquides. Lorsque la perte d'eau
est supérieure aux entrées d'eau, la déshydratation qui en résulte va entraîner la soif, au moins de 3 façons. On va avoir une diminution de la sécrétion de la salive, une élévation de la pression osmotique du sang et une diminution du volume sanguin. Ce qui va conduire, la diminution de la sécrétion de la salive va conduire à une bouche et pharynx asséchés. L'élévation de la pression osmotique va provoquer une stimulation des osmorécepteurs de l'hypothalamus et la diminution du volume sanguin va produire une diminution de la pression artérielle, libération du système de la rénine par les cellules juxtaglomérulaires et augmentation de la production d'angiotensine. Donc ces 3 paramètres vont provoquer une stimulation du centre de la soif de l'hypothalamus, augmentation de la soif, augmentation de l'entrée de liquide et augmentation de l'eau corporelle jusqu'à la normalisation et suppression de la déshydratation. Donc l'augmentation de l'osmolalité plasmatique déclenche donc la soif qui incite à boire, il va nous pousser à aller chercher de l'eau, et la libération également d'une hormone antidiurétique qui va provoquer la réabsorption de l'eau au niveau des reins et donc l'excrétion d'urine concentrée. L'inversement de la diminution de l'osmolalité inhibe à la fois la soif, la libération des LDH et entraîne l'excrétion de grandes quantités d'urine. Donc en fait, il y a des régulations qui vont, lorsqu'on est déshydraté, vont nous pousser à aller chercher de l'eau pour récupérer l'eau perdue et également s'opposer à l'élimination de grandes quantités d'eau. Et inversement, lorsque la pression osmotique diminue, donc c'est des régulations inverses qui vont se produire pour donc maintenir donc le volume corporel à ses valeurs normales. Je vais donc arrêter cette séquence dans cette partie-là et je vais reprendre avec une deuxième séquence.